Je suis très surprise parce que quand on s'est vu il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Je n'ai jamais croisé son regard. Je n'arrivais pas du tout à l'intéresser à moi et à ce que je faisais. Et là, il me regarde. C'est vraiment spectaculaire. Dites-nous, combien de fois avez-vous regardé votre smartphone l'année dernière? Écoutez, j'ai fait le calcul, 197 000 fois. 197 000 fois. C'est pas mal, hein? Ça fait non, toutes les 2 minutes, non? C'est pas mal, c'est épouvantablement... c'est épouvantable. Il fait comme ça, il se tourne, il prend, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit. Mais quand son fils entend la petite musique, il change soudain d'attitude. Voilà. Là, il va parler à peu personne. Il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Je suis très surprise parce que quand on s'est vu il y a 2 jours, c'était pas du tout comme ça. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'Éminence Grise. Comme vous le voyez aujourd'hui, je teste un nouveau format sur la chaîne et j'espère qu'il vous plaira. Je vous enjoins à mettre un pouce bleu et un petit commentaire si c'est le cas et ce sera pour moi un réel plaisir que de vous répondre. Maintenant installez-vous bien, confortablement et nous allons pouvoir commencer. Oui, je me sens complètement... je me sens perdue. Une journée sans être connectée, c'est compliqué. C'est difficile. Si je l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. C'est lui qui organise mes rendez-vous, c'est lui qui me réveille le matin. Et je me couche avec lui. Quand on l'a pas, on est vite perdu ou déboussolé. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet devenu incontournable dans notre quotidien, mais surtout devenu vital sur bien des aspects de l'avenir de nos sociétés actuelles. Nous allons nous intéresser à un marché subtil, un marché qui soulève autant de milliards de dollars que d'inquiétudes. Ce marché, aussi fabuleux que terriblement dangereux, c'est bien entendu celui de l'attention. Soyez sincères en répondant à cette question. Combien de temps passez-vous chaque jour sur Internet? Attention, je ne parle pas que des réseaux sociaux, je vous parle de tous les univers auxquels Internet vous permet d'accéder. Boutiques en ligne, sites de streaming, réseaux sociaux et même de divertissement sous forme de séries, films ou jeux vidéo. En fait, peu importe votre réponse, car il est probable que cela soit bien plus que vous ne voudriez bien l'admettre. De fait, une étude aux États-Unis en 2018 a démontré qu'une journée d'un utilisateur de smartphone lambda ne durait pas 24 heures, mais 32 heures. 7 heures pour le sommeil, 7 autres heures pour la vie courante, et un peu plus de 5 heures dédiées au travail. Cela représentait un peu plus de 19 heures, auxquelles il fallait ajouter 12 heures de présence sur Internet, soit une journée de presque 32 heures. Si je l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. En d'autres termes, notre vie est maintenant scindée en 2 parties. Le réel d'un côté et le virtuel de l'autre. La plupart du temps, chacune de ces 2 parties de nos vies s'entremêlent et nous sommes bombardés quotidiennement d'informations et de publicités. Quoi que vous fassiez, dès que votre téléphone s'allume, votre regard est attiré par votre écran. 70% des utilisateurs acceptent de recevoir des notifications, ce qui les pousse à aller sur leur téléphone en toutes circonstances. Il y a à la fois une science qui s'appelle la captologie et un phénomène qui est celui de la récompense aléatoire. Il ne faut pas plus de 9 petites secondes pour que notre attention dérive d'un sujet à un autre. Alors la récompense aléatoire, c'est très simple, ça vient d'une expérience qui a eu lieu dans les années 30 à Harvard, qui montre que lorsqu'une souris
appuie sur un bouton et reçoit de la nourriture à chaque fois qu'elle appuie sur le bouton, elle finit par contrôler le mécanisme et appuyer sur le bouton quand elle a faim. En revanche, quand de temps en temps de la nourriture vient et de temps en temps elle ne vient pas, alors l'incertitude fait que la souris appuie de façon compulsive sur le bouton, même quand elle est rassasiée. 7 personnes sur 10 vérifient si elles n'ont pas de message, et ce, même si elles n'ont reçu aucune notification. Imaginez cette scène. Alors que vous préparez votre tasse de thé, votre smartphone vibre. Vous ouvrez votre page Instagram pour voir les nouveautés, pas plus d'une seconde par image. Puis vous partez sur Snapchat et vous faites défiler toutes ces photos inutiles que vous recevez en pagaille jour après jour. Soudain, nouvelle alerte, un tweet. Vous cliquez et à peine l'application s'ouvre qu'une notification de Facebook vous récapitule tout ce que vous avez loupé depuis votre dernière connexion. Mais vous verrez tout cela après, car il faut d'abord vérifier combien de fois votre post LinkedIn a été vu et s'il a obtenu des réactions. Puis sans vous en apercevoir, vous êtes arrivé dans votre application d'actualité et vous vous mettez à regarder la liste des faits divers qui sont arrivés en France durant les dernières 24 heures. Vous êtes sur le point d'éteindre votre téléphone lorsque YouTube vous envoie une notification, la dernière vidéo de votre serviteur Éminence Grise, dont la vignette raconte 9 secondes et c'est fini. Il s'est écoulé 3 minutes. Vous êtes allé sur 7 réseaux sociaux différents et vous avez oublié de faire chauffer l'eau pour votre tasse de thé. Ce comportement, aussi dangereux soit-il, nous l'avons malheureusement tous adopté. Inconsciemment, nous nous sommes laissés enfermer dans un bocal, prenant l'allure d'écran plus ou moins grand à chaque minute de nos vies. Nous regardons ce qui se passe dans le monde en appuyant sur ces écrans. Nous ne sommes plus des moutons, nous sommes devenus des poissons rouges. C'est le mécanisme de la machine à sous, c'est le mécanisme qu'utilisent beaucoup des outils sociaux, que ce soit Facebook, Tinder ou autres, qui font que de temps en temps vous tombez sur des choses qui vous satisfont, de temps en temps qui vous ne satisfont pas, et qui fait que petit à petit vous devenez addict. Ce constat, c'est celui de Bruno Patino, directeur éditorial dans le groupe Arte et directeur de l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Il est l'auteur de quelques ouvrages, dont le dernier est celui que je vous présente dans cette vidéo. Dans son dernier bouquin, l'auteur, appuyé de nombreuses études statistiques, commence par ce terrible constat. Nous sommes addicts à la notification. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I 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 need it. Je vais vous citer plusieurs pathologies que M. Patino met en avant et qui sont développées à cause de cette addiction aux notifications et aux réseaux numériques. Le syndrome d'anxiété. Il consiste en un besoin chronique de reconnaissance de la part de ses abonnés, ce qui amène à prendre en photo tous les événements, aussi dérisoires et futiles qu'ils puissent être, et de les partager sur les réseaux. C'est ensuite l'angoisse qui accompagne ces moments qui est pointée du doigt. En effet, on a peur de louper le bon moment. On reprend 10 fois le même cliché, car on ne veut que le plus beau. On cherche absolument l'approbation de ses amis à travers ce qu'on partage. Cela mène de plus en plus souvent à des comportements désastreux, comme la destruction de milieux sauvages, la maltraitance envers des animaux que l'on veut rendre le plus mignon possible, et la mise en ligne d'images incroyablement intimes juste pour avoir de la vue. Pourquoi c'est pas bien exposer son bébé? Bah je sais pas, mais quand on voit Caroline Receveur ou les Kardashians, on a l'impression que c'est un sac à main, quoi, que c'est un outil qu'on présente et qu'on montre, c'est très pratique, ça leur fait de la publicité. Cet enfant n'a rien demandé, je trouve ça un peu indécent, je trouve que c'est très gadget. Ouais. Et il faut protéger les petits qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas demandé tout ça. Complètement faux cul. Les gens inconnus qui ne sont pas des stars montrent bien des photos de leurs bébés, de leurs enfants. Créer un bébé, comme ça on voit que les enfants, finalement les bébés de stars sont aussi moches que les bébés de stars. C'est pas la chose la plus intime qu'on a, un bébé? Mais non, on montre à tout le monde, on est content, on partage sa joie, il n'y a pas d'intimité. Donc, son propre enfant n'est pas quelque chose d'assez intime pour qu'on le cache à la vue de tous. Il faut que tout le monde puisse profiter de notre bonheur personnel. Mais l'enfant lui-même, qu'en dira-t-il quand il sera en âge d'interroger sur ce qu'on a fait, nous en tant que parents, de son enfance et de son image? Et également, c'est finalement la possibilité de créer une sorte de casier numérique qui va suivre l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Devenu adulte, votre enfant peut alors estimer que les clichés que vous avez postés de lui sont compromettants et vous demander de les retirer. Il pourrait aussi porter l'affaire en justice. Et en réalité,
ceux qui ont monté un business grâce à l'image de leur enfant, en feraient-ils autant s'il n'y avait pas d'argent à la clé? La schizophrénie de profil. Il peut nous arriver d'avoir différents comptes sur les réseaux, pour le simple fait de vouloir bénéficier d'une présence en ligne sans y impliquer sa vie privée. Néanmoins, certains le font pour laisser libre cours à des commentaires de rageux, de haters, et déverser une haine qu'ils n'assument pas derrière un masque de lâcheté. Cependant, il arrive que l'accumulation de ces identités secrètes finisse par faire perdre le contrôle à la personne qui les utilise. À force, cette personne souffrira de troubles psychologiques, car ne sachant plus distinguer son image publique et celle qu'elle utilise sur les réseaux. T'es qui? Toi tu t'es... Mais à la base, mais toi, t'es qui? Mais qui t'es? T'es qui? Qui t'es? L'atazagoraphobie. L'atazagoraphobie est un mot barbare, symbolisant la peur d'être abandonné par ses semblables sur les réseaux. Autrement dit, quand vous êtes habitué à ce que vos publications soient populaires, le jour où votre public et vos amis ne réagissent plus autant à ces articles, vous ressentez alors cette aversion à la perte de votre popularité et vous devenez atazagoraphobe. I'm nothing without my following. And when people try to hate on me and report me, I'm literally trying to be a fucking better person. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Laissez-moi vous rappeler l'histoire de J.C. Taylor, une sorte de produit dérivé de la famille Kardashian. Cette dame, qui gagnait sa vie grâce au réseau, a été la victime d'une polémique sur ses propos racistes. Et elle a fini par se faire supprimer son compte sur Instagram. Évidemment, pour elle, sa vie venait de prendre fin. En larmes, J.C. Taylor, qui se retrouvait alors sans aucune source de revenus, affirmait être incapable de travailler normalement de 9h à 17h. Quoi de plus normal quand vous gagnez des centaines de milliers de dollars en exposant votre corps et votre vie? C'est cette peur de l'oubli, après avoir connu le succès, qui pousse les plus fragiles personnalités à dévoiler leurs moments les plus intimes à la vue de tous. Sacrifier son intimité pour quelques likes, mais surtout pour de l'argent. Bien entendu, même s'ils ne s'en vantent pas, toutes ces stratégies qui nous agrippent le cerveau et nous font aller sur nos réseaux dès qu'un son s'en échappe, toutes ces stratégies sont encouragées par la recherche et le développement des GAFAM. C'est la captologie. Je raconte comment un laboratoire au cœur de Stanford utilise toutes les données de la psychologie et des neurosciences pour mieux dessiner des outils et des services numériques visant à nous rendre addicts. C'est cela qui fait que nous passons plus de 10 heures par jour la tête penchée sur nos écrans. Notre attention est une nouvelle mine d'or à exploiter coûte que coûte, qu'importe les conséquences sur notre psyché et sur nos relations sociales et familiales. Et le dormeur sentinelle, j'y reviens parce qu'il m'est arrivé d'être touché par ça, c'est celui qui ne peut s'empêcher d'être en état de semi-veille parce que son portable, alors que lui-même est censé dormir, veille est à portée de main. Et qui donc regarde exactement son portable dans un demi-sommeil plusieurs fois par nuit. Moi-même, votre éminence grise, je fais partie de ce système vicieux. Mais au lieu de vous proposer un divertissement pur qui ne vous apportera rien d'autre qu'une éphémère satisfaction, mon but est de partager avec vous des sources de connaissances. Il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux numériques, tant que vous arrivez à faire le tri. Ainsi, si les données personnelles et l'intelligence artificielle sont encore des chantiers en construction, l'économie et le marché de l'attention est bien installé et en pleine expansion. Par exemple, l'un des facteurs clés du succès de Netflix, autre que l'absence de pub, c'est la possibilité de visionner plusieurs épisodes à la suite sans même avoir besoin d'utiliser la télécommande, grâce à l'enchaînement de vidéos automatisées. 5 épisodes de votre série du moment s'écoulent sans même avoir besoin de lever le bras. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Les algorithmes. La plupart d'entre eux sont programmés de sorte à proposer un contenu similaire à ce que vous avez déjà vu, ce qui sera susceptible de vous plaire. Cependant, sans que vous ne le remarquiez, vous serez enfermé dans une bulle de conformisme où la nouveauté n'aura plus sa place. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Prenons un exemple. Un amateur de musique épique qui écoute régulièrement une chaîne dédiée à ce style. YouTube lui proposera alors toujours plus de chaînes en rapport avec la musique épique et cette personne pourra découvrir de nouveaux titres. Mais dans ce cas, où se trouve le rap? Où se trouve le reggae et le rock? Où sont passés la country, la K-pop, les années 80, le gospel? YouTube en regorge, mais son algorithme considère que ça n'intéressera pas à cette personne, vu qu'elle en écoute relativement rarement. Toutefois, entre rareté et absence totale,
la frontière n'est pas si mince. Concernant d'autres thèmes, comme la politique ou les théories du complot les plus absurdes, il se passe le même phénomène. C'est ainsi que pour un esprit mal préparé ou trop naïf, l'on peut se reforger une connaissance, une culture complète sur des sujets considérés comme scientifiquement faux. Ainsi prennent vie des débats sur la Terre plate. Ainsi apparaissent et grandissent les fake news. Car l'instantanéité ne laisse pas le temps ni à la réflexion, ni à une argumentation posée et réfléchie. Il faut répondre vite. Il faut répandre encore plus vite. Et finalement, même les professionnels de l'information finissent par foncer tête baissée dans le mur de la bêtise. Ma femme ce matin m'a dit on a retrouvé de Ligonnès, et puis je viens de voir au bureau de tabac là, il y a un monsieur qui me dit mais non c'est pas lui, c'est un autre, ils se sont trompés. Enfin, ça fait un bon feuilleton, je crois qu'ils ont déjà fait un film avec. C'est pas lui. Donc là, faut arrêter de faire des fausses joies aux gens, leur dire voilà, on a le scoop du moment, et puis en fait n'importe qui peut être Dupont-Ligonnès. Bon, bah c'est moi, voilà, je suis Xavier Dupont-Ligonnès à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux dire, moi, les chaînes d'infos, ça suffit. On fait pas des fausses joies aux gens comme ça. Ouais, c'est lui. Bah non, c'est pas lui. Et moi, j'ai un week-end de merde maintenant. Pensez aux troubles que j'ai cités précédemment. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller sur vos écrans toutes les 5 minutes, ou si vous ressentez le besoin de mettre vos photos de famille en ligne, c'est qu'il y a déjà un problème. En revanche, pour conclure, l'auteur insiste sur le fait que non, nous ne reviendrons pas en arrière, et nous n'avons pas à le faire, mais il insiste aussi sur notre pouvoir, nos capacités. Nous pouvons avancer avec cette connaissance, la transmettre à nos proches et à nos enfants. C'est d'ailleurs notre responsabilité envers les plus jeunes que de les aider à ne pas se faire piéger par une technologie dont ils n'ont pas conscience des effets sur leurs esprits. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Nous pouvons et nous devons continuer à avancer, nos téléphones en poche et la tête levée vers un avenir plus sobre technologiquement. Disposition pour tout le monde de l'information, du savoir, de la connaissance, le partage, etc. sont des choses absolument extraordinaires. Mais il faut retrouver la maîtrise de cet espace-là. C'est ici que s'achève ma vidéo sur le livre de Bruno Patino. Il est de mon point de vue essentiel de l'avoir lu pour affûter davantage son esprit critique et profiter d'arguments valables et sourcés pour justifier de la vitale nécessité de passer moins de temps sur les autoroutes du monde virtuel. Vous trouverez plusieurs liens en description pour vous fournir cet ouvrage, ainsi que plusieurs interventions de l'auteur à travers les médias francophones. Permettez-moi de vous remercier de votre attention, et à défaut de vous avoir fait gagner du temps, j'espère que vous aurez trouvé ici des connaissances et des conseils utiles à votre avenir et à ceux que vous aimez. Comme toujours, soyez curieux, mais également critiques. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éminence Grise.